Voilà. C'est vrai que pour commémorer la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, il nous a été demandé de parler du cas de la RDC et de la République Centrafrique. Avant tout, je devais commencer par des témoignages. C'est vrai, ça ne finira jamais. Une histoire, un témoignage en République démocratique du Congo. On a une dame de 32 ans actuellement. Elle a été violée il y a 15 ans et on avait tué ses parents. On a forcé son frère à la violer. Puis elle a été emportée en forêt avec son frère pendant 6 mois. Et là, dans la forêt, elle a appris à tuer. Elle a appris à voler. Elle a appris aussi, puis ils se sont enfuis avec son frère. Dès lors, ce qu'elle m'a dit, sa vie est un calvaire. Elle essaie de se reprendre. On dirait que c'est un semblant de vie car elle souffre intérieurement. Elle m'a dit, je me suis mariée, mais ça ne finira jamais. Mon mari me maltraitait, frappait, me privait de la nourriture. Nous avons 4 enfants avec lui. Maintenant, il m'a abandonnée. Je dois survivre avec mes enfants. C'est un malheur qui me poursuit. Docteur Tina, dois-je me suicider? Et lorsque j'étais avec son frère, il m'a avoué, il a dit, chaque jour, je passe au moins 1 heure à observer le lac Kivu, me demandant si je dois me suicider ou pas. J'avais toujours du mal à regarder ma soeur de face. Je me force, mais la vie n'a pas de chance pour moi. Et en République Centrafrique, c'est l'histoire d'une jeune dame de 24 ans qui a été frappée, torturée et violée par des rebelles. Là, nous sommes à Berberati, à 489 km de Bangui. Les rebelles l'ont tellement traumatisée, frappée, ils ont pensé que la victime était morte. Puis ils l'ont enterrée. Heureusement que la population est venue l'enlever de sa tombe. Elle a effectué un vol grâce à UNA, c'est un vol humanitaire. Et elle a été reçue par le projet Nengo à l'hôpital de l'Amitié. Là, nous sommes à Bangui et je vous expliquerai ce que veut dire le projet Nengo. Après les examens de laboratoire, elle a été hospitalisée, elle a suivi tous les traitements, l'assistance médicale, psychologique et tout. Et le programme ou le projet était obligé même pour des raisons de sécurité de l'héberger en urgence. Et comme elle avait été séparée par sa fille, le projet a pu même réunir la mère et la fille. Et la victime a porté plainte auprès de piliers juridiques et son cas est en cours. Voilà un peu juste le témoignage avant de commencer notre sujet. Et là, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Quelle est la situation humanitaire? Elle est dramatique. L'espérance de vie, c'est à 60 ans. Le pays est à 80% rural. 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté internationale. Lorsqu'on regarde le contexte sécuritaire, il est toujours instable. Depuis 1996, la RDC est au proie de conflits pérennisés. Jusqu'à ce jour, et à l'instant, comme tout le monde le voit, donc il y a encore des conflits au niveau de l'Est, surtout au nord Kivu. Et il y a beaucoup de déplacés internes suite toujours à ce conflit. Et lorsqu'on regarde sur le plan sanitaire, beaucoup de maladies à potentiel épidémique depuis 2020 qui sont actives. Et là, nous voyons par exemple le virus Ebola, l'épidémie de Covid-19, la rougeole, le paludisme, le choléra. Et ça ne s'arrête pas. Si nous focalisons un peu sur les violences basées sur le genre, donc dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous ne cesserons de dire que ce sont des viols avec extrême violence et c'est utilisé comme arme de guerre.
en regardant juste le graphique de notre pays, à l'est, ce sont des sites miniers, tels que vous le voyez. Et à l'est, nous avons environ 2951 sites miniers. Et 40% de ces sites miniers, on trouve des groupes armés. Et 40% des femmes et des filles vivent dans ces sites miniers. Pourquoi nous avons dit que c'est viol avec extrême violence? Et il est utilisé comme arme de guerre pour détruire les communautés. Il est d'abord méthodique parce que ce sont des viols en public avec torture et esclavage sexuel. Et deuxièmement, nous disons que c'est massif. Lorsque ces malfrats arrivent dans un village, c'est toutes les femmes du village entier qui sont violées. On les met tous, soit dans une maison, dans une chambre, et on fait sortir une à une de cette chambre sur un terrain, on viole en public. Ce sont des viols, quand je dis en public, donc les victimes directes, ce sont des femmes, ou même des hommes, parce qu'on viole aussi des hommes. Et les victimes indirectes, ce sont les membres de la communauté. Ces viols sont systématiques, ne tiennent pas compte de l'âge. Qu'on soit bébé de 6 mois, 4 mois, on est violé. Qu'on soit âgé de plus de 90 ans, on est violé. Et je l'ai même dit, ne tient pas compte de sexe. Actuellement, 5% d'hommes aussi sont violés. Quelles sont les conséquences? Quel est l'impact de ces viols avec extrême violence? Nous remarquons qu'il y a le déplacement massif de la population. Plus de 5 millions de la population congolaise est en déplacement. Ils sont en train de fuir la guerre. Ils fuient qu'ils soient encore violés. Nous parlons aussi, deuxièmement, de la réduction démographique. Comment ça? La destruction des organes génitaux de la femme. Et là, ça implique ou ça entraîne l'incapacité à se reproduire. Deuxièmement, nous voyons aussi l'infection à VIH. Là, ça peut entraîner une mort douce parce qu'en milieu rural où on n'a pas accès aux soins, ces gens-là meurent à petit feu. Il y a aussi la contamination de certaines maladies sexuellement transmissibles et ça donne la réduction de la fertilité. Ou soit quand aussi on tue la population en masse. Troisièmement, nous avons la destruction économique. Là, nous voyons l'incendie des villages entiers. Il y a pillage, il y a même vol ou pillage de ressources, des ressources naturelles. Et là, ça entraîne une extrême pauvreté. Et quatrièmement, nous voyons la destruction des tissus sociaux au niveau familial et communautaire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, viol en public, une femme qui se voit violée devant ses enfants, devant son mari, un homme, le mari, se faire violer devant sa femme, devant ses enfants, devant sa communauté, là, nous disons qu'il y a perte de l'identité individuelle et même perte de l'identité communautaire. Et cela entraîne, je vais dire, l'incapacité organisationnelle au niveau de la communauté. Et ça entraîne en fin de compte l'occupation territoriale parce que les gens sont obligés de fuir et de partir. Et tout ça a le même impact qu'une guerre classique, mais à moindre coût. C'est vrai qu'il y a hausse, depuis 2020, il y a hausse des cas de victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde les statistiques, et là, je parlais, la première dame, l'épouse de notre président, M. Félix Tshisekedi, l'année passée dans une de ses conférences, elle a parlé, elle a dit qu'au niveau de notre pays, nous avons 1152 femmes qui sont violées chaque jour. Ce sont les données de la RDC. 1152 femmes sont violées chaque jour en RDC. Mais avec l'hôpital de Panzi et la fondation Panzi, depuis leur création, jusqu'en décembre 2021, nous avons 75 261 cas de victimes de violences sexuelles.
c'est trop, c'est beaucoup. Et même quand on regarde sur le petit tableau, de 2020 à 2021, en 2020 on était presque à 5800, mais quand on regarde 2021, on est à 7700. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Et cette année, bien sûr, les cas vont encore augmenter, surtout avec la situation qui se passe au niveau de Goma, au Nord Kivu. Toujours par curiosité, nous nous sommes dit, quel est le profil des agresseurs et des victimes? Nous avons pris les données de Ponzi depuis 2008 jusqu'en 2018. Et là, nous avons trouvé que nous avons 4 profils d'agresseurs. Premièrement, il y a les viols domestiques. Donc, ce sont les gens de la communauté, soit un oncle, un voisin qu'on connaît, qui a violé. Nous avons aussi des viols commis par des civils inconnus. Donc, la victime ne connaît pas son bourreau, on ne sait pas d'où est venue cette personne. Il y a aussi, troisièmement, les viols commis par des groupes armés au niveau de notre pays, de la République démocratique du Congo, mais aussi des viols commis par des forces armées congolaises. Et quatrièmement, nous avons des viols commis par des gens qui parlent le Kinyarwanda. C'est là où j'ai mis des viols commis par des rwandophones. Parce que c'est comme ça que les femmes ont présenté. Et lorsqu'on regarde cette graphique, on voit très bien qu'il y a eu un changement après un temps. C'est qu'en 2008, on avait 72% de violeurs rwandophones et 8% de violeurs des civils inconnus. Mais 10 ans après, les violeurs rwandophones, on a 1%. Et des violeurs civils inconnus, c'est 45%. Nous nous sommes posé la question, lorsqu'on regarde ces graphiques, on voit qu'il y a eu un effet miroir. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012, 2013, 2014? Bon, sur le plan politique, il y a eu peut-être, je peux dire, l'appel des Nations Unies pour l'éradication des violences sexuelles en temps de conflit. Il y a eu des déclarations des chefs d'État membres de la CIRGL pour dire qu'il faut arrêter avec ce genre de choses. Plein de choses se sont passées, mais voilà ce que nous avons observé, qu'il y a eu diminution ou effet miroir. Lorsqu'on regarde le profil des victimes, on voit aussi un effet miroir en 2018 avec les enfants, les adolescents. Là, je vois, les adolescents. En 2008, ils étaient à 13%, mais en 2018, ils sont à 35%. Et je confirme encore ces chiffres pour 2021. Les adolescents de 10 à 18 ans, c'est 35% parmi nos victimes. Et les enfants, les petits-enfants moins de 10 ans, c'est de 3% à 6%. Et lorsqu'on regarde l'échelle, on voit très bien que pour les enfants, ça ne fait qu'augmenter. Et en 2021, nous sommes à 6,5% de petits-enfants de moins de 10 ans qui sont victimes de violences sexuelles. On ne s'est pas arrêté là. On a essayé aussi de faire des recherches parce que, en rapport avec ces viols, avec extrême violence, on a vu des conséquences, une nouvelle pathologie que nous, personnellement, on n'a pas vu à l'école. Ce sont des viols de petits-enfants de moins de 5 ans. Et cet article, qui est publié déjà dans PubMed, donc dans PLOS Médecine, on peut le trouver là. On a classé cette classification chez les petits-enfants, une classification à 5, et il y a même un traitement adéquat par rapport à ça. C'est pour vous montrer comment ces viols sont vraiment utilisés comme armes de guerre pour détruire des communautés. Quelle est la vision globale du prix Nobel de la paix 2018 du professeur Dr Denis Mukwege? Il dit, c'est de faire de la République démocratique du Congo un état de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique, où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'homme pour restaurer sa dignité. Nous sommes convoités
notre pays est convoité par des pays voisins, les multinationaux. Nous voudrons assez que cela, s'ils ont besoin de nos ressources minières, il faut que cela se fasse en harmonie. Que ça soit du gagnant-gagnant, mais pas écraser les autres en les tuant ou soit en les faisant disparaître. C'est ainsi qu'au fil du temps, depuis la création de l'hôpital de Panzi et de la fondation Panzi quelques années plus tard, ils ont pu développer un modèle de prise en charge holistique. Et cette prise en charge est focalisée sur 4 piliers. La prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, l'assistance légale, la réinsertion socio-économique pour restaurer la dignité de la femme. Et là, nous faisons aussi des services de qualité centrés sur la personne, donc sur la victime. La victime est au centre, elle donne son choix. Et c'est elle qui choisit le traitement qu'elle voudrait avoir ou l'assistance. En quoi concerne la prise en charge médicale, c'est comme tout ce que je peux dire que c'est la santé sexuelle et de la reproduction. Mais ici, nous avons cette spécificité de la prise en charge des survivants des violences sexuelles. Il y a la prise en charge, nous faisons la chirurgie des invalidités urogynécologiques, donc la prise en charge des fistules urogénitales et digestives basses et des prolapsus génitaux, et la santé mentale pour toute la population au sein même de tout l'hôpital. Sur le plan médical, nous faisons aussi des urgences humanitaires en cas de viol massif. On fait appel à tel endroit, on a violé 80 femmes, à tel endroit, on a violé autant de femmes. Ici, j'essaie de vous montrer, par exemple, en 2021, à Kipupu et Minembwe, 40 femmes au mois de février ont été victimes de violences sexuelles à cause des atrocités de la guerre à Bunagana. Par exemple, sur cette graphique aussi, vous voyez même des zones rouges. Et là, l'équipe de Panzi n'y va pas seule. Nous y allons avec la cour militaire de la République démocratique du Congo, mais aussi avec le bureau conjoint des Nations Unies, donc le BCNUDH, qui accompagne l'équipe lorsqu'ils vont dans de tels endroits à cause de l'insécurité pour assister les femmes qui sont victimes, les communautés victimes de violences sexuelles. Le deuxième pilier, c'est le pilier psychosocial. Et là, ça commence au niveau de la communauté où il y a des sensibilisations et on fait des références au niveau d'un centre de santé. Et là, c'est le counseling, la psychoéducation et l'orientation. Ensuite, au niveau des hôpitaux généraux de référence, c'est la prise en charge psychologique. Et si cela nécessite en plus la psychiatrie, et là, c'est juste la chimiothérapie. Nous pouvons dire ici sur ce pilier psychosocial qu'il y a plusieurs approches. À court terme, nous faisons les premiers secours psychologiques ou soins immédiats. Il y a les débriefings thérapeutiques ou des thérapies brèves avec de courtes séances. Ou soit des approches à long terme. Et là, c'est par exemple la musicothérapie, l'art-thérapie. En plus de cela, nous faisons des visites à domicile pour concilier ou soit faire la réconciliation. Vous voyez, une victime, des fois, elle est chassée par sa famille, la communauté ne veut pas d'elle. Alors, nous essayons de réconcilier les membres de la communauté ou de la famille. Nous faisons aussi des sorties récréatives, pas seulement pour les victimes, mais aussi pour les staffs, parce que le staff aussi est traumatisé de manière secondaire ou soit par fatigue des compassions. Le troisième pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Nous essayons juste de donner un nouveau profil à cette femme vulnérable. Ils font plusieurs apprentissages en métier. Il y a des activités génératrices de revenus. Et tout cela, c'est pour essayer de reconstituer la cohésion sociale qui a été cassée suite à ces atrocités. Ce qui m'intéresse beaucoup plus aussi dans ces piliers, c'est lorsqu'on améliore, on donne l'éducation aux enfants. Là, vous voyez sur ces images, ce sont des enfants dans des sites miniers, des enfants pauvres, ils ne vont pas à l'école. Mais grâce à un projet de 5 ans,
de l'Union européenne. Voilà, la Fondation Panzi a pu assister ces enfants et ces enfants mangent même à l'école une fois par jour. Là, ils n'ont plus envie de retourner dans les sites miniers pour chercher des cacahuètes ou de quoi manger. En ce qui concerne les 4 piliers, c'est le pilier légal. Là, c'est juste l'assistance juridique et judiciaire. Pour l'assistance juridique, c'est l'écoute, l'orientation et les conciliations. Et pour l'assistance judiciaire, c'est juste accompagner les victimes au niveau des cours et tribunaux. Hélas, il n'y a pas de frais, donc c'est gratis lorsqu'on accompagne ces victimes. Nous avons aussi l'accompagnement, donc la réparation intérimaire avec le Fonds global des survivants en période de conflit. C'est un fonds qui a été initié par le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le professeur Dr Denis Mukwege et Nadia Mourad. Parce que l'État n'a pas encore pris ses responsabilités pour indemniser ses victimes. Là, je vous montre un peu la cartographie. Ici, en rouge, ce sont les tribunaux des grandes instances. Nous sommes au sud Kivu. Tout ça, c'est le sud Kivu. Vous voyez que nous n'avons que 3 tribunaux de grandes instances. Comment une victime qui viendra de ce coin pourrait atteindre? Pas de route, il faut y aller par avion. Et le coût d'avion, c'est vraiment très cher. C'est ainsi que la Fondation Panzi a essayé d'implémenter des cliniques juridiques un peu partout là, juste de proximité, pour essayer d'assister les victimes. Et si ça nécessite aussi un déplacement par avion ou par route, la Fondation essaie un peu de les accompagner. En fin de compte, nous avons aussi un programme, je peux dire, transversal qu'on appelle Badilika. Badilika, ça veut dire, c'est un mot en swahili qui veut dire changement de mentalité. Et là, c'est juste une activité préventive dans la communauté. Il travaille beaucoup plus avec les organisations de la société civile de base, avec des écoles, des chefs coutumiers, comme vous le voyez là-bas, toujours dans le cadre de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Il vulgarise aussi certaines résolutions du Conseil des Nations Unies, les 1325, le 2467. Ils ont créé aussi des clubs au niveau des écoles pour, dans le cadre des changements de comportement sur la masculinité positive. Lorsqu'on regarde maintenant en République Centrafrique, on trouve aussi que plus de 2 décennies, ils vivent aussi en conflit. Plusieurs groupes armés, beaucoup de déplacés internes aussi, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de cas de violence sexuelle, violence domestique, exploitation sexuelle. Alors, le projet Nengo, Nengo veut dire en sango, c'est le dialecte local donc, de la République Centrafrique, veut dire dignité. Donc le projet s'appelle Dignité, le projet Nengo. C'est un programme qui est venu en appui au gouvernement de la République Centrafrique. Il est sous financement, donc cofinancé par l'Agence française de développement et la Fondation FAB. Et c'est un projet en consortium avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, ensemble avec la Fondation Denis Mukwege, la Fondation Panzi, sous l'élite de la Fondation Pierre Fabre. C'est un projet de 5 ans. Et ces projets, donc c'est la prise en charge holistique, comme je l'ai expliqué, avec les 4 piliers. Ils font aussi des cliniques mobiles pour aller dans certaines provinces et assister les victimes. Nous faisons des formations, des transferts de compétences sud-sud. Nous avons même une équipe expatriée du Congo, venant des Panzi, qui sont en République Centrafrique pour appuyer ce projet. Et en même temps, l'équipe de Centrafrique vient aussi au Congo à Panzi pour apprendre le modèle, la prise en charge holistique. Et on a eu aussi à faire la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié et des maisons de sécurité pour les survivants. Donc on pourrait dire au niveau local, en République Centrafrique, nous travaillons, donc la mise en œuvre est faite par l'hôpital de l'Amitié et l'association de femmes juristes de Centrafrique.
Là, ce projet vient à peine de commencer, il y a 14 mois. Nous avons déjà 2031 cas. C'est aussi beaucoup et ça parle. Nous avons plusieurs types de violences sexuelles au niveau des violences basées sur le genre en RCA. Et quand on regarde un peu en détail nos statistiques, comme vous le voyez par pilier, comment est-ce que les dossiers ou les victimes sont prises en charge, et on peut dire aussi qu'on a dû opérer aussi autant de femmes qui souffrent de fistules obstétricales, de prolapsus génitaux et de mutilations génitales féminines. Toujours dans notre expérience, nous avons pensé qu'il était nécessaire de répliquer ce modèle holistique. Pas seulement en République Centrafrique ou soit en République démocratique du Congo ou au niveau de notre pays de la RDC, mais nous sommes allés même au-delà. Mais au niveau de la RDC, nous avons pris au moins 4 provinces, le Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, grâce au fonds de la Banque mondiale, par le biais des fonds de la société, des fonds sociaux de la République démocratique du Congo. Et en dehors de la République, nous avons répliqué le même modèle en Centrafrique, comme je venais de le dire. Le même modèle est répliqué en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Il est répliqué en Irak. Et bientôt, il y a aussi une demande pour l'Ukraine. Et nous faisons en même temps des formations et échanges d'expériences dans le pays des Grands Lacs. Quelles sont les leçons apprises? Là, nous pouvons dire que les membres de la communauté ont brisé les silences, la peur, la honte. Ils connaissent déjà que si quelqu'un viole, quelle sentence il aura. En plus, cette prise en charge holistique, c'est une école en matière de violences sexuelles et basées sur le genre. Nous pouvons dire que l'approche holistique est une thérapie totale qui restaure la vie des victimes des jadis. Et là, nous avons pu même créer une chaire internationale Mukwege qui fait juste des recherches interdisciplinaires dans le domaine des violences basées sur le genre. Et là, je profite aussi pour vous dire qu'il y aura le 2e congrès en République démocratique du Congo à Bukavu, à Panzi, du 1er au 3 novembre de cette année. Voilà. Il nous faut la paix pour arrêter tous ces conflits. Quel est le message du prix Nobel de la paix? Il m'a dit ceci. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale holistique de la justice transitionnelle. Même lors de son discours, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix, 2018, il a dit « Il n'y a pas de paix sans justice ». Et c'est vrai. S'il faut répondre à cela, nous avons besoin d'une réponse judiciaire qui est des tribunaux, donc le tribunal pénal, des chambres mixtes avec des chambres foraines, soit une réponse extrajudiciaire qui est assainissement de l'armée. Et quand on parle de l'assainissement de l'armée, parce que ceux qui étaient des bourreaux, aujourd'hui ce sont des généraux, ce sont eux qui nous gouvernent, et là ça ne marche pas, ça ne s'arrêtera jamais. Nous avons besoin de connaître aussi la vérité. Pourquoi on a enterré autant de femmes à Kassika? Pourquoi on a tué autant de femmes dans le Kassai? Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin aussi de faire le mémoire pour que cela ne se répète pas. Nous voudrons à ce qu'il y ait aussi réparation, que le gouvernement s'implique dans la réparation. Là, c'est pour garantir la non-répétition. Et en fin de compte, le professeur Mukwege, il insiste aussi de vulgariser les rapports mapping des Nations Unies. Parce que ce rapport a bien dit que tout ce qui s'est passé au Congo, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide à la population congolaise. En conclusion, nous voulons tout ce programme-là, c'est pour rendre autonomes les survivants de violences sexuelles et basées sur le genre. Nous voudrons restaurer les droits et la dignité des survivants. Nous voulons réhabiliter les communautés détruites par le terrorisme sexuel. Nous voulons dénoncer et lutter contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre. Chers membres ou chers participants à ce webinaire, le docteur Mukwege l'a dit aussi. Agir, c'est un choix. Un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes.
de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes, de soutenir ou non une femme, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés, c'est un choix de construire ou non la paix dans le pays en conflit. Agir, c'est refuser l'indifférence. Merci beaucoup.